Mesdames et messieurs, malgré la mise en place des mécanismes et des mesures de solidarité et de protection des consommateurs contre la spéculation promise par les pouvoirs publics, la crise sanitaire du Covid-19 n'échappe pas à la règle en Algérie. Pour s'enrichir sur le dos des pauvres citoyens malades, les spéculateurs sèment la confusion et provoquent des ruptures de stock de bouteilles d'oxygène au niveau des hôpitaux, ce qui pousse le citoyen à aller chercher ces bouteilles même avec des prix exorbitants. Pourquoi les pouvoirs publics, à chaque crise, n'arrivent pas à maîtriser la situation et quel est le rôle du citoyen et l'association de protection des consommateurs? C'est ce que nous allons savoir avec notre invité aujourd'hui, Monsieur Hassan Menouar, le président de l'association LMN pour la protection des consommateurs. Bonjour Monsieur Menouar. Bonjour et puis merci pour cette occasion qui va me permettre de m'exprimer au nom des consommateurs algériens. Monsieur Menouar, d'après vous, est-ce que les mécanismes qui sont en place ne sont plus efficaces ou bien, et pourquoi les associations de consommation ne jouent pas leur rôle de sensibilisation à chaque crise que vit l'Algérie? D'abord, il faudrait dire que si on est en crise, ce n'est pas que seulement une crise sanitaire. Donc cette crise sanitaire a malheureusement dévoilé d'autres crises. C'est les crises du comportement, c'est les crises du système de consommation qu'en Algérie, chose qu'on avait toujours dénoncée depuis longtemps. Donc depuis 2014 que notre association a été créée, on n'a pas cessé de dire que ce système de contrôle, ce système de consommation, la culture de consommation qu'on a les Algériens, est médiocre, même très mauvaise. C'est ce qui fait que maintenant, il suffit qu'il y ait une petite crise. Maintenant, on est en crise sanitaire, c'est Covid-19. Il aurait pu y avoir des tremblements de terre, comme on en a vécu, des inondations, où on a malheureusement vu des comportements anormaux de par les citoyens, mais aussi des services de l'État, des services de l'administration, des pouvoirs publics. Si aujourd'hui les gens profitent de la situation exceptionnelle de cette crise sanitaire, c'est parce qu'on a toujours laissé faire. On a toujours laissé faire, donc on a toujours vécu dans des situations de non-contrôle. La situation de consommation était loin d'être maîtrisée et contrôlée par les pouvoirs publics, ce qui fait que les gens se sont habitués à faire ce qu'ils voulaient. L'informel existait même avant la crise Covid-19. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient depuis déjà très longtemps. Par exemple, l'affichage des prix a disparu de nos étalages depuis 2016. On ne voit plus maintenant l'affichage des prix, sauf dans certains commerces, je dirais, où les commerçants ont plus de bonne foi que de respect de la réglementation. On a beaucoup de produits qui ne sont pas conformes, qui sont commercialisés et qui sont consommés. Les marchés informels sont toujours là. Au contraire, ils sont en plein développement, quand on voit les trottoirs qui sont occupés, la voie publique, mis à part les marchés hebdomadaires et les marchés constants qu'on connaît dans l'Algérois et dans d'autres villes. Donc ce qui fait que le ministère du Commerce et les pouvoirs publics n'ont à ce jour pas pu maîtriser, encadrer et réglementer tout ça. Donc il suffit qu'il y ait une petite crise sanitaire ou grande crise, on a vu déjà dès le début ce qui s'est passé avec la semoule, où les gens ont fait de la spéculation avec la semoule, une denrée alimentaire très essentielle en temps de crise, et les gens l'achetaient, l'emmagasinaient, la stockaient pour la revendre plus cher. Ça a dévoilé, je dirais, des comportements qui ne sont pas algériens. Moi, je dirais que c'est des comportements qui sont anormaux, qui ne sont pas humains, parce que on nous a habitués avec l'histoire de l'Algérie, que pendant toutes les guerres qu'a vécues l'Algérie, notamment la guerre de révolution, la guerre contre le terrorisme, il y avait quand même des formes de solidarité où les gens se sont sacrifiés eux-mêmes, ils ont sacrifié leurs biens pour l'Algérie. Maintenant, il a suffi qu'il y ait un virus qui vient en Algérie, et puis une catégorie a fait que on a
terni cette image donc, de Solidarité. solidarité, l'image d'humanisme des Algériens, l'image d'entraide, l'image de la religion musulmane, l'image de nos ancêtres, malheureusement. Mais je tiens aussi à dire qu'il y a quand même des Algériens qui ont fait de très bonnes actions pendant cette période, qui ont quand même dépensé de l'argent, qui ont fait des distributions de denrées alimentaires et qui ont fait de l'entraide. Mais c'est minime par rapport à ce qui se passe pendant la pandémie, Monsieur Menoir, surtout que le nombre des malades du virus augmente, c'est-à-dire les malades du virus augmentent. Moi, je Donc, dirais que c'est pas minime, c'est très important, mais malheureusement, c'est comme un bol de lait, hein, de 1 litre de lait, il est blanc, mais si on verse une petite goutte d'un encre noire, il devient noir, il devient gris, il reste plus blanc. Donc c'est la même chose. Il y a des petits groupes de personnes qui sont, c'est des suceurs de sang. Ils profitent à toute occasion. Moi, je dis que ces personnes, même si on était en guerre contre une autre nation ou une autre armée, c'est des gens qui auraient pu vendre les armes à l'ennemi. Et est-ce que les services de contrôle ne font pas leur service ou bien sont dépassés par les événements, par les crises? Oui, c'est la même chose. Vous savez qu'en termes de contrôle au niveau du commerce, le ministre se vante qu'on ait 9000 contrôleurs. C'est important. Moi, je dis que c'est important parce que moi, je compare avec les autres pays voisins et autres. Donc, on a un nombre assez considérable. On a beaucoup de moyens dans le contrôle. On a 48 directions de wilaya dans les 48 wilayas d'Algérie de commerce. On a 250 ou 260 inspections de commerce. On a 1541 bureaux d'hygiène dans les APC. Donc, en termes de moyens, l'État a mis les moyens. Mais malheureusement, sur le terrain, on ne voit pas beaucoup de choses. On ne voit pratiquement rien. Parce qu'il est question de personnes qui manquent de volonté, qui manquent de dévouement et qui ne font pas leur travail. Nous, en tant qu'association, on a fait appel les derniers mois parce que la crise s'est aggravée à cause du manque de contrôle. On avait dit que ces contrôleurs ont des situations, ils sont en train beaucoup plus de réclamer sur leur situation socio-professionnelle, leur salaire, leur indemnité, le caractère de leur travail. Au lieu de faire, c'était au ministre du Commerce, au pouvoir public, de régler d'abord les problèmes socio-professionnels de cette catégorie pour qu'on puisse leur demander plus d'action et plus de présence sur le terrain. Et quelles sont les marges d'intervention, vos marges d'intervention, ou bien d'intervention? Vous savez, plutôt les marges de manœuvre de votre association. Vous savez, une association de consommateurs, elle fait partie de la société civile. Donc on est là pour parler de tous les problèmes de consommation. Et il ne faudrait pas qu'on se trompe, la consommation, ce n'est pas seulement l'alimentaire et ce qu'on mange. Oui. La consommation, c'est tout. Même ce média que vous avez est une forme de consommation. Donc nous, par exemple, si je parle de l'association Aman, qui fait partie des 60 associations de consommation en Algérie. Donc l'association Aman travaille sur des axes. On a 7 axes sur lesquels on travaille. Notamment l'axe plus important, le principal, c'est la sensibilisation. Donc on essaie de sensibiliser le citoyen. Donc le citoyen, il y a le consommateur, donc on le sensibilise pour qu'il ait une meilleure culture de consommation, mais on sensibilise aussi l'opérateur économique, le commerçant, pour qu'il fasse bien son travail, pour qu'il ait donc des comportements réglo par rapport à la loi, réglo par rapport à la foi, réglo par rapport aux normes, mais aussi on sensibilise les pouvoirs publics, parce que les pouvoirs publics, c'est le moyen de leur faire appel pour qu'ils fassent aussi bien leur travail. Parce que la consommation, c'est une chaîne qui dépend du consommateur qui consomme, aux commerçants, distributeurs, producteurs, et aussi les pouvoirs publics qui réglementent tout ça, qui font la régulation, qui imposent des lois, qui font le contrôle, qui verbalisent, qui encouragent, qui construisent des infrastructures de consommation. Parce qu'on ne peut pas avoir, dans la défense des consommateurs, on voudrait qu'il y ait construction de marchés de proximité. Mais aux normes, pour que les Algériens puissent enfin avoir la possibilité de faire ces provisions dans un cadre normal, pour ne pas dire un cadre exceptionnel. On a besoin aussi des marchés de gros, des centrales de distribution.
On a besoin que le ministère de l'Agriculture construise des plateformes stratégiques pour la régulation du marché des produits agricoles, pour qu'on ne tombe pas dans des pénuries, pour qu'on n'ait pas une saison la tomate à 20 dinars jusqu'à ce que les agriculteurs, producteurs perdent, et puis l'autre saison, elle va coûter 120 dinars, ou c'est le consommateur qui va perdre. Donc l'association, elle fait tout ça. Donc on essaye de faire de la sensibilisation et de la proposition au pouvoir public pour améliorer le cadre de consommation en Algérie. Et vous avez mené quand même pas mal d'actions de sensibilisation. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la coopération du citoyen à ces actions, M. Menoir? Très bien. Donc je vais vous le dire par rapport au temps, par rapport à l'histoire. Moi, en réalité, en tant que personne, j'ai commencé à travailler dans la protection des consommateurs en 2011. Et c'était avec une forme, je dirais, informelle. J'avais pas d'agrément. En 2014, on a créé l'association Aman en tant qu'association locale de wilaya d'Alger. Et en 2018, association nationale. Donc pendant tout ce chemin, j'ai vu comment qu'était la perception du consommateur algérien par rapport d'abord aux associations et par rapport à l'intérêt de la protection du consommateur et l'intérêt par rapport à la santé des Algériens et par rapport à l'économie, par rapport au gaspillage. Donc vous savez qu'en 2011, quand j'ai commencé à faire ça, parfois, quand on donnait un flyer dans les places publiques ou dans les marchés, on le retrouvait jeté. On ne lisait même pas, on le jetait. Mais maintenant, ou quand je dis maintenant, même à partir de 2015-2016, eh ben, quand on sortait sur les marchés, sur les places publiques, dans les marchés, dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, on voyait les gens nous écouter avec les yeux qui brillaient, parce qu'ils commençaient réellement à s'intéresser, d'une part. D'autre part, on a commencé à nous faire confiance, parce qu'auparavant, donc dans la fin des années 90, début des années 2000 jusqu'à 2010-2011, on prenait les associations, toutes associations confondues, comme des associations satellites du pouvoir, comme des associations d'opportunistes, comme des associations qui faisaient des affaires. En un mot, on a été tellement décrédibilisés que les gens ne nous croyaient plus. On faisait des campagnes et les gens nous disaient, oui, en arabe comme ça, tout matin doula, tout matin les affaires, tout matin vous faites ça. Mais maintenant, croyez-moi que les gens nous écoutent très bien, ils suivent ce qu'on fait, ils nous suivent sur les réseaux sociaux et ils attendent de nous beaucoup de choses. D'ailleurs, depuis 2016, dans ce bureau déjà, on a installé un guichet du consommateur. C'était pour apprendre aussi aux Algériens la culture de dénoncer. Est-ce qu'il y a eu un impact? C'est-à-dire, est-ce que le citoyen arrive à l'association parce que malgré la volonté affichée par les associations de protection de consommateurs, on ne voit pas vraiment le citoyen aller vers ces associations? C'est lent. Pourquoi? C'est lent parce que, justement, on a dans l'esprit que même si on se plaint, on n'arrive jamais à avoir gain de cause. C'est comme ça, même quand on dit aux gens, allez vous plaindre, à qui on va se plaindre? Ils sont tous kiff-kiff. Même si on va là où il faut, on nous dit la même chose, mais on n'est jamais satisfait. Et pour cela, il faudrait du travail. Vous savez que j'ai participé à des rencontres régionales, internationales, dans ce domaine. Comment organiser un guichet du consommateur, comment traiter les plaintes. Et j'étais un peu confus, j'avais même rougi devant certains pays africains quand j'ai entendu dire qu'ils arrivaient à traiter 100 000, 120 000 plaintes par an. Alors que pour nous, dans la même année, c'était en 2016, on n'avait pas reçu plus de 200 plaintes. De la part des citoyens, ou peut-être parce que les pouvoirs publics ne contribuent pas, ne collaborent pas avec le mouvement associatif, M. Menoir? Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout, mais en réalité, quand on est en train de creuser dans ça, on est en train de travailler pour justement entraîner avec nous les services de l'État et les opérateurs économiques. Toutes les plaintes qu'on a eues, depuis 2016 à ce jour, on a dépassé les 1500 plaintes qu'on a traitées, et ben on n'a eu que 2 plaintes qui ont abouti par la justice, dans les tribunaux. Le reste, il y a eu une petite partie très fine qui n'a pas été suivie parce que le plaignant a abandonné, mais le reste, on les a réglés à l'amiable. La voie de l'amiable, elle est très importante en Algérie, parce que l'Algérien, il est ce qu'il est, mais face à un problème, quand on y va chez lui, d'une manière très simple, très simpliste,
il accepte de traiter. Donc, et étant une association civile, citoyenne, qui est autonome, qui est indépendante, qui ne prend pas de subventions de l'État, ça c'est très important de le dire, ils ont foi en nous et on est devenu crédible. Donc on est parti chez des sociétés de l'électroménager, de l'automobile, de l'alimentaire, des supérettes, des grands supermarchés. Et ben, par respect à l'association, ils ont réglé le problème du citoyen qui s'est plaint. Et ça, on voudrait le faire dire partout pour que les gens aient le courage et l'initiative de se plaindre. Parce que moi, je dis que le traitement d'une plainte, c'est pas seulement pour régler le problème de soi-même, c'est régler le problème des autres. Parce que si quelqu'un il se plaint d'un organe dans un véhicule d'une marque donnée, si on reçoit 4 ou 5 plaintes sur la même panne, ça veut dire qu'il y a réellement un problème sur cette voiture et dans le même organe. Donc ça, on fait un rapport au ministère de l'Industrie qui règle le problème avec le producteur de ce véhicule. Donc on voudrait que les gens se plaignent pour justement améliorer le cadre de consommation pour tout le monde. Est-ce que vous avez reçu des plaintes concernant la pandémie du Covid-19? Bah oui, tout le temps. Et surtout avec l'augmentation des tarifs, Absolument. des prix des bouteilles d'oxygène. Oui. Et quelles sont vos actions dans ce sens, M. Benoît? Malheureusement, c'est un dossier très épineux parce qu'il est question de vie ou de mort directement. Oui. Ce n'est plus question de quelqu'un qui se plaint d'un véhicule ou d'un électroménager ou d'un téléphone mobile, mais c'est des gens qui se sont plaints parce que leurs parents, malades, n'ont pas pu être sauvés à cause de l'absence d'un concentrateur d'oxygène dans un hôpital, ou bien insuffisance du nombre de ces concentrateurs dans les hôpitaux. En plus, comme je l'avais toujours dit, c'est que cette pandémie, on a commencé à la traiter ou à faire face en Algérie depuis le mois de mars. Donc en 9 mois, on aurait quand même pu, au niveau des pouvoirs publics, penser à améliorer ou bien à fournir aux hôpitaux un nombre suffisant. Parce que... Et c'est ce qu'ils disent, c'est-à-dire la situation est gérable malgré qu'elle est alarmante. C'est vrai qu'on est arrivé à une situation alarmante, mais d'après les pouvoirs publics, d'après le ministre de la Santé et tout, disent que la situation est maîtrisable. Ben, vous savez que, je vais vous le dire, la dernière fois, moi j'ai participé à un débat télévisé où une représentante du ministère de la Santé avait dit que, alhamdoulilah, le taux d'occupation des lits des hôpitaux en Algérie en ce jour, et c'était la semaine passée, il est de 40%. Et c'est vrai, c'est à 1000 cas, c'est pas méchant. Mais pourquoi Non, elle a dit 40% parce qu'elle a pris la moyenne de tous les hôpitaux en Algérie. Il faudrait savoir que l'Algérie, depuis les 10 dernières années, a construit beaucoup d'hôpitaux dans des régions où il n'y a pas beaucoup de citoyens. Pour ne pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de malades. Actuellement, moi j'en sais quelque chose. Il y a des hôpitaux sur lesquels je suis passé, c'est la semaine passée, à l'intérieur du pays, qui sont vides. Parce qu'ils ont été construits, on a dépensé beaucoup d'argent pour édifier un hôpital luxueux, mais dans des zones où on n'a pas vraiment besoin. Donc ces hôpitaux sont vides. Mais les hôpitaux dans les grandes villes où on a besoin, eh ben, ils sont surchargés. Et les médecins, même les médecins sont en train de mourir malheureusement parce qu'ils travaillent dans des conditions lamentables. Donc les concentrateurs d'oxygène, malheureusement, ils manquent. Il y a un manque terrible. L'Algérie, en tant que ministère du Commerce, ministère de la Santé et ministère de l'Industrie n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour faire le montage en Algérie depuis le mois de mai, ni d'importer un nombre suffisant. Les importateurs privés en ont importé et certains véreux sont en train de faire de la spéculation avec ce matériel. Ça revient à l'histoire de la semoule. Donc on a commencé la pandémie avec la spéculation sur le produit de la semoule. Maintenant on fait de la spéculation sur l'oxygène qui est vital. Moi je le dis à ces personnes, il y a des personnes qui sont mortes qu'on a perdues. Un médecin, la semaine passée, m'a parlé. Elle pleurait, elle me disait que hier j'ai perdu une femme de 29 ans parce qu'il n'y avait pas comment lui donner de l'oxygène. Il n'y avait pas de concentrateur, ça y est, il n'y en avait plus. Donc les gens qui sont en train de faire de la spéculation, qui les ont achetés à 50, 60 000 dinars et qui sont en train de les revendre à 300 000 dinars, il faudrait qu'ils aient cette image des personnes qui décèdent à cause de ce concentrateur d'oxygène. Hier, on a reçu une plainte de Blida, une dame qui s'est plainte parce que sa maman est décédée. Elle m'a même envoyé la photo de sa mère qui est morte parce qu'on n'a pas pu lui trouver un concentrateur d'oxygène. Et
Au niveau des pouvoirs publics, ils disent que la situation est maîtrisée. Et justement, et les services de contrôle? Il n'y a pas une loi de répression de ce genre de spéculation? Nous sommes dans un état où nous-mêmes, déjà en tant qu'association, on ne trouve plus à qui se plaindre. Parce que les politiques, ils sont... D'ailleurs, moi je le dis tout clairement, on dirait qu'on a deux Algéries. On a une Algérie qu'on voit sur les informations de la chaîne nationale à 20 h, et on a une autre Algérie réelle qu'on vit, nous tous. D'ailleurs, moi, je me dis que comment est-ce que le ministre de la Santé, est-ce que le ministre du Commerce, est-ce que le ministre de l'Industrie n'ont pas dans leurs proches, dans leur famille, des personnes qui ont souffert dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas trouvé de place, ou bien parce qu'ils n'ont pas trouvé une bouteille d'oxygène? C'est très alarmant. L'association M1 s'est même déplacée à une grande usine qui produit de l'oxygène. Ils nous ont réconfortés parce qu'ils nous ont dit que eux et deux autres grandes usines en Algérie, ils sont en train de produire 4 fois leur capacité pour faire face. Donc, il y a la production de l'oxygène en tant qu'oxygène. C'est livré dans de grands camions aux hôpitaux qu'ils déchargent dans de grandes citernes. L'oxygène, il y est. Mais le problème est dans les appareils. Pourquoi, à ce jour en Algérie, pourquoi pendant toute cette période de pandémie, pendant les 9 mois, on n'a pas encore équipé les hôpitaux d'un nombre suffisant? Alors qu'un pays comme la Chine, il a construit un hôpital en 10 jours. En 9 mois, on aurait pu former des techniciens supérieurs, des médecins contre le Covid, la Covid. On aurait pu importer, on aurait pu innover et inventer et développer en Algérie des appareils. On a des universités qui étaient à l'arrêt pendant 9 mois. Des laboratoires, des universités, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 9 mois? Est-ce qu'ils ont développé quelque chose? Moi, je voudrais savoir. Même les sociologues, les psychologues, est-ce qu'ils ont fait des études sur le comportement des Algériens pendant cette crise? Parce qu'on parle, moi je parle comme ça, mais j'aurais voulu avoir une étude d'un psychologue, d'un expert, parce qu'on en a beaucoup, les sociologues, qui nous disent que, attention, vous faites erreur, il faudrait communiquer autrement comme ça, parce qu'en sociologie, la sociologie de l'Algérien, la psychologie de l'Algérien n'admet pas un message pareil. Il faudrait le faire de cette manière, donner des études à nos les gens qui nous gouvernent. Est-ce que vous avez fait des propositions dans ce sens au gouvernement? Absolument, c'est des propositions écrites. Vous savez que le 21 mars... Est-ce que vous avez demandé aussi un travail en étroite collaboration? Le 21 mars déjà, on a écrit au président de la République. On a commencé à faire nos propositions. On n'a pas arrêté jusqu'à la dernière lettre qu'on avait écrite au Premier ministre avant la rentrée scolaire et avant la réouverture des mosquées. Et quelles sont on a vos fait propositions? des propositions. Je dirais par exemple pour la rentrée scolaire, on avait dit que pendant l'été, il y avait suffisamment de temps pour réhabiliter les blocs sanitaires, fournir de l'eau courante dans les écoles, faire un recrutement intelligent d'agents semi-pédagogiques pour prendre en charge le respect du protocole sanitaire aux élèves. Ce n'est pas le gardien du portail qui va le faire et ce n'est pas le directeur d'établissement qui va le faire, c'est encore loin l'enseignant. Donc une personne dans chaque établissement qui fait attention aux élèves pour garder la distanciation, pour leur faire la chaîne et laver leurs mains à la rentrée de l'école, à la sortie. Donc on a fait des propositions, par exemple, pour dans les salles de classe, enlever les fenêtres. Une fenêtre dans chaque classe, pour ne pas les fermer, pour garder l'air, pour la circulation de l'air, notamment dans les mosquées. On avait dit que dans les mosquées, il ne fallait pas réouvrir les mosquées juste comme ça, parce qu'il y a une demande pressante des citoyens. Il faudrait voir les mosquées qui sont capables de faire respecter le protocole. Les mosquées, ce n'est pas une question de nombre de fidèles. Les mosquées, c'est combien de portes qu'on a pour la mosquée. Les gens vont entrer d'un côté, sortir d'un autre côté. La mosquée, c'est un volume d'air. Quel est le volume d'air? Ce n'est pas la surface, parce qu'on peut avoir une mosquée de 1000 mètres carrés avec un plafond de 3 mètres linéaires, et ça c'est très mauvais parce que l'air les gens vont s'étouffer, vont s'échanger le virus, même avec la bavette. Donc on a fait beaucoup de propositions, notamment c'est-à-dire on n'a pas cessé d'écrire. Et puis à la fin maintenant, on n'écrit plus. Maintenant, on préfère les médias parce qu'on se dit que peut-être que ces ministres, quand ils lisent nos propositions sur un journal ou quand ils les écoutent à la radio, peut-être qu'ils vont les prendre en considération. C'est mieux, peut-être que c'est mieux parce que depuis des années qu'on fait qu'écrire, parce que notre association, elle est un peu particulière. Moi, je dirais que c'est un groupe on est pratiquement tous universitaires et on est tous alimentés d'une volonté de faire changer les choses d'en haut, plus qu'en bas. Parce qu'on a beau dire que... On m'a toujours dit que le problème, il est chez le citoyen.
Le citoyen n'est pas éduqué. Justement, vous n'avez pas fait quelque chose au moins pour changer le comportement du citoyen vis-à-vis des crises? Absolument, j'arrive. Parce que le citoyen qu'on a aujourd'hui, c'est qui? C'est le résultat de la mauvaise gouvernance des 20 années précédentes. Donc, si on n'a pas bien éduqué les enfants à l'école, si l'université n'a pas bien fait son travail, si la mosquée, le message de la mosquée n'a pas été efficace, adéquat et adapté à la population, si les services de sécurité n'ont pas été intransigeants et sévères, si les services de contrôle n'ont pas fait leur travail, aujourd'hui, on récolte ce qu'on a. Maintenant, les gens, ils vendent sur la voie publique. Et même s'il y a des services de sécurité qui viennent pour les débarrasser, ils reviennent une heure après, ils reviennent parce qu'ils savent qu'ils se sont habitués. On a habitué à nos enfants de jouer dans la rue. Donc ils ont grandi en jouant dans la rue. Après, cette rue, pour eux, c'est un espace où, plus tard, quand ils deviennent jeunes, ils ramènent des caisses de tomates et les vendent dans cette rue. Parce qu'on ne leur a pas appris que la rue, c'est une voie de passage qui appartient à tout le monde, etc. On est en train de voir des Algériens qui stationnent n'importe comment. Quand on leur parle, ils disent « Où le problème? C'est pas à vous la route. » Ils ne savent pas que la route, il y a des conditions d'occupation d'une route. Donc, pendant 20 ans ou 30 ans, on a appris aux Algériens de laisser aller. On ne les a pas éduqués à l'école. Il faudrait revoir le programme scolaire. Il faudrait voir les prêches dans les mosquées. Les médias, qu'est-ce qu'ils donnent actuellement, même actuellement. Regardons les publicités, le matraquage publicitaire. Dans les publicités elles-mêmes, comment dire, donc, on détériore l'éducation. Quand on distribue des choses comme ça, des grains salés, on fait une publicité dans une télévision et on montre ça aux enfants dans une école, où on montre les élèves qui ne respectent pas l'enseignant dans une école. Ça veut dire quoi? On est en train de défigurer l'éducation. Donc maintenant, on est en train de vivre les conséquences. Donc pour nous, si c'est pour vous répondre, si c'est pour arranger les choses au bas de la pyramide, il faudrait commencer d'abord à arranger les choses au haut de la pyramide, au sommet de la pyramide. Parce que pendant cette crise, on a vu des ministres et des responsables sortir dans des visites sans la bavette. Nous, on parlait de la distanciation. Eux, ils partaient en groupe dans un marché, dans un projet, avec les gardes-corps, avec les journalistes. Et on a même vu le ministre de la Santé rentrer dans la chambre à coucher d'un médecin, d'une femme qui est décédée par Covid à Sétif. Ils étaient une trentaine dans la chambre à coucher. Alors que nous, on parlait de distanciation. Donc l'Algérien, quand il voit ça à la télévision, il se dit comment ça? Eux, ils se permettent et nous, non. Par exemple, on vient de nous dire que la cause de la hausse des contaminations de ce mois de novembre est causée par les fêtes de mariage, les marchés, les bus, là, qui sont pleins. Mais nous, en tant que société civile, quand on parle aux citoyens, et quand on leur dit pourquoi vous avez organisé une fête de mariage, vous avez rassemblé les membres de vos familles, vous avez pris de risques, ils disent comment ça? Quand on voit un ministre, un chef de parti politique organiser des meetings, et des congrès, et des réunions, et on les montre à la télévision, ils sont collés l'un à l'autre, les uns avec bavette, et les autres sans bavette, et les autres avec la demi-bavette sur le cou, ils disent, nous, pour la fête, vous nous interdisez. Donc, voilà comment il faudrait arranger les choses. Il faudrait que les citoyens, il faudrait qu'ils sacralisent ce que font les gens du pouvoir public. Il faudrait que, pour nous, si c'est un ministre, si c'est un cadre de l'État, un haut cadre de l'État, c'est l'exemple à suivre. Donc on doit revoir les choses d'en haut et en même temps faire un travail à la base. À la base, vous savez, l'Algérien, il peut s'adapter comme tout le monde. On est des êtres humains. Le bon Dieu nous a créés tous avec la même matière. Donc, quelle est la différence entre un Algérien et un Japonais et un Allemand? C'est quoi? C'est l'éducation. C'est comment c'est la prise en charge, c'est la gouvernance, c'est l'enseignement, c'est l'environnement qu'on lui crée. Et on a une ville, si on la maintient propre, les gens ne vont pas jeter des ordures. Et si la crise perdure, M. Menouar, quel est l'impact du confinement sur la société? Vous savez, moi, personnellement, je suis très optimiste parce que je sais que les Algériens sont capables. Les Algériens ont été capables de combattre une grande puissance.
On était capable de faire anéantir le terrorisme en Algérie. Donc on a été capable de se relever après des crises financières et des crises économiques et des crises sociales. Je suis sûr qu'on va pouvoir relever le défi. Ça va nous coûter du temps, ça va nous coûter des âmes, ça va nous coûter des personnes, ça va nous coûter beaucoup d'argent, mais je suis optimiste. Maintenant, cette crise sanitaire a malheureusement engendré ou bien a accentué la crise économique. On était déjà en crise économique, il ne faut pas le la crise sanitaire. La crise économique, on y était déjà, depuis 2016 déjà, on était rentré dedans et malheureusement, on n'a pas eu des responsables avec beaucoup de compétences pour relever, pour essayer de trouver des solutions. On a fait du bricolage et ce n'est pas à cause du Covid, de la Covid. Et maintenant, ça répercute sur la société? C'est sûr, maintenant quand on rentre dans une crise économique et financière, la crise, elle touche la trésorerie familiale, elle touche donc la famille, l'entité de la société, et dans les familles, on commence à avoir des éclatements. Il y a beaucoup de problèmes sociaux dans les familles. Il faudrait peut-être aller voir ce qui se passe dans les tribunaux comme divorce, comme crime, comme vol, comme assassinat, comme la délinquance. Donc les parents, déjà qui ne maîtrisaient pas grand-chose dans les milieux familiaux, ont encore perdu leur pouvoir parce que les enfants n'ont pas été à l'école depuis combien de mois. Et même s'ils sont revenus à l'école et aux universités, c'est un enseignement qui reste mitch-mitch, je dirais, en pointillé. Donc, et ça va accentuer la crise sociale. Maintenant, j'espère que cette crise sociale va s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des prises en charge. Moi, je compte beaucoup et je fais toujours appel aux experts. Où sont nos sociologues? Où sont nos psychologues? Où sont nos experts économiques? Et c'est le moment d'intervenir. Moi, je suis qu'un président d'une petite association de protection des consommateurs. On n'a pas les solutions dans les mains. Nous, on est là pour véhiculer les messages. Il faudrait qu'il y ait des études avec des conclusions, des résultats, et c'est à nous de véhiculer et d'exécuter les conclusions de ces études. Mais on attend qu'il y ait des gens de la religion, des gens de la science qui trouvent des solutions. Il faudrait aussi que nos ministres et les gens qui sont au pouvoir public et dans les cadres, dans les ministères, je pense qu'ils sont assez bien payés pour trouver des solutions. Et on doit trouver des solutions. Vous savez que les projets de bâtiments sont à l'arrêt, les projets de travaux publics sont à l'arrêt. On n'a plus de véhicules qui soient... Parce que quand on parle de véhicules, on pense toujours à la voiture touristique. Mais où sont les camions, les engins pour travaux publics, pour qu'on puisse relancer notre économie? On a initié 42 zones industrielles en Algérie. Combien qu'on en a réalisé à ce jour? Mais comment les réaliser si les entreprises sont à l'arrêt? S'il n'y a pas de soutien financier, s'il n'y a pas de matériel, si on ne facilite pas l'importation. Je ne suis pas économiste, mais on doit compter sur les cadres qu'on a, qui sont en train de gérer le pays pour trouver des solutions. Parce que ça se répercute sur le pouvoir d'achat du simple citoyen. Vous imaginez qu'en plein Covid, en pleine crise sanitaire, les articles scolaires, on augmente le prix des articles scolaires. Et on est en train de parler d'augmenter le prix des carburants. Mais je crois qu'il peut y avoir d'autres niches pour compenser le déficit budgétaire. Donc, je ne sais pas si je peux aller plus loin pour dire qu'il y a des départements, il y a des départements ministériels sur lesquels on peut réduire le budget. Et le donner ailleurs, donc à l'éducation, à la santé. La crise maintenant nous a appris que ce n'est pas l'armement qui va faire face. L'armement dans le monde entier, maintenant, ne peut pas faire face à Covid-19, à un tout petit virus. Qu'est-ce qui va faire face? C'est la discipline, c'est l'enseignement, c'est la science. Donc on doit réorienter les budgets, dans l'arbitrage au ministère des Finances, on doit réorienter les grands budgets vers la science, vers l'éducation, vers le sport. Le soutien du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, mais quand on dit la santé c'est quoi? La santé, c'est de permettre aux Algériens de manger des légumes frais de saison à plein temps. Et cela, c'est leur fournir un pouvoir d'achat pour qu'ils puissent manger des fruits et des légumes de saison. Donc il y a un calcul à faire. Comment se fait-il qu'on parle d'un SMIC de 18 000 dinars? Comment se fait-il qu'il y a des Algériens qui touchent 12, 13, 14 000 dinars par mois?
Alors que... Et qui sont, et donc, il y a pas mal d'Algériens aussi, de citoyens qui sont en chômage à cause des fermetures oui, oui, de certains secteurs en plus. de travail. Alors que si on fait un calcul très simple, pour vivre modestement, avec de la dignité, il nous faudrait minimum 12 000 dinars par personne dans une famille. On est 5 personnes dans une famille, il nous faut 60 000 dinars pour vivre dignement, manger des fruits et des légumes de saison, manger de la viande une fois par semaine, donc avoir un confort qui nous permette la santé donc à la maison, qu'on n'ait pas d'humidité, qu'on n'ait pas du froid et de la chaleur, et qu'on puisse aller au médecin régulièrement, que nos enfants puissent avoir un carnet de santé et un dossier médical avec des visites chez le dentiste, chez le médecin, chez l'ORL une fois par année. Donc ils sont là, ils doivent calculer ça et voir comment équilibrer cette balance. L'Algérien, il y a des Algériens qui gagnent beaucoup, il y a des Algériens qui gagnent très peu, et donc là, il y a une question d'équilibre. On doit revoir l'équilibre des salaires, l'équilibre des recettes pour les Algériens pour qu'ils puissent vivre mieux. Mis à part la Covid-19, les Algériens meurent beaucoup du cancer, du diabète. On a 50 000 cas de cancer nouveaux chaque année. 50 000 cas nouveaux. Donc sur les 50 000 cas nouveaux, il doit y avoir 20, 25, 30 000 décès. On a 7 millions de diabétiques en Algérie. On a plus de 10 millions d'hypertendus. On est très malade. On est très malade parce que le cadre de vie n'est pas adéquat. On vit très mal, beaucoup de stress, et on mange mal. On ne fait pas de sport, on n'a pas de loisirs, on n'a pas de détente. Et on attend de cette nouvelle République de voir aussi ça. Donc l'Algérien, il est malade, il a besoin d'être pris en charge. C'est comme des enfants qui ont besoin que leurs parents, père et mère, ils leur disent il faudrait nous prendre en charge. Vous avez fait de bonnes propositions, Monsieur Menouar. J'espère que les pouvoirs publics seront à l'écoute. Merci pour ce débat. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt, Inch'Allah. Merci. Allez, au revoir.